Entre les branches noircissaient des nids de corbeaux. Les rameaux se tendaient comme des mains desséchées de vieillards. Et par-dessus tout cela, le ciel posait une lourde paume couleur de plomb. Le long de la route avançait un homme en cotte de mailles usées, avec un bouclier rond dans le dos et une épée dans un fourreau simple sans ornement. Il se nommait Éric Vagan. Jadis, il avait connu le goût du vent salé au-dessus des fjords et le grondement de Hel, aviron contre le flanc du Knarr. Il connaissait la chaleur des salles de festin, où les murs tremblaient sous les chants et les rires, et où des bracelets dais, argent luisaient sur les poignets. À présent, il avait l'impression que tout cela appartenait à une autre vie. Et dans cette vie-ci, il ne faisait que rentrer chez lui par un chemin thé hiver. Là de la gloire des autres, c'est du sang des autres. Quelque part devant lui, au-delà de la bande de forêt, devait se trouver un lac, sur la rive duquel se dressait Skarvstad, sa maison presque oubliée. Là, dans la fumée des foyers, vivait un maître de la pierre gravée et de L.E., os sculpté, un homme. Homme aux mains fermes et au cœur bon, qui autrefois avait accueilli Eirik comme un fils, bien qu'il eût déjà une fille nommée Hallfrid. Le maître ne s'était pas effrayé de cette nouvelle responsabilité. La pensée de retrouver ces bonnes gens du passé le réchauffait comme une gorgée d'hydromel brûlant dans une nuit glaciale. Il avançait lentement le long de cette traînée de destruction. Il trouva dans la neige une lance brisée, un simple bonnet de marchand, un sac déchiré des haies où s'étaient échappés quelques grains et des pommes rougies par le froid. Un peu plus loin, au pied un sapin, pendait à une branche un pendentif arraché, simple, en cuivre, avec une croix grossièrement gravée. Eirik serra les lèvres. Dans ces parages, on voyait de plus en plus souvent des gens qui avaient déposé les épées devant le nouveau Dieu. Ici, on parlait depuis longtemps des hommes noirs, des brigands qui se faisaient passer pour des marchands, vêtus de manteaux sombres sans aucun signe distinctif, changeant de parler comme de manteaux, et connaissant chaque sentier entre les lacs. Eiriken n'aimait pas penser à eux. Dans sa mémoire, il y avait déjà trop de visages de gens sur lesquels lui-même avait un jour marché, l'épée à la main, sur l'ordre de un chef. Plus bas sur la pente, la neige était particulièrement piétinée. Sur la croûte blanche, des taches sombres, déjà prises par le givre, se distinguaient nettement. Air sec et glacé avait pas permis au sang de se répandre. Il s'était déposé en traits épais. Éric avança encore un peu et remarqua dans un congère une tache sombre, comme une peau jetée là. Quoique une peau en était-il bien sûr, son cœur battit sourdement, avec force. Il accéléra le pas, s'enfonçant dans la neige presque jusqu'aux genoux. Ce n'était pas une peau. Sur le lit blanc gisait une femme. Elle avait porté jadis un manteau riche en fourrure sombre, brodé de motifs le long du bord. Mais la fourrure avait été déchirée, et en plusieurs endroits, les dessins disparaissaient sous le sang séché. Sous le manteau apparaissait une robe de tissu épais, étonnamment fin pour ses terres, trop soignée pour une simple file de marchands. À son cou brillait de argent, une agrafe en forme de tête de bête stylisée, un travail soigné, tel que le font les maîtres du Nord, habitués à orner les poignets d'épée et les prousses de dracard. Un peu plus bas, à la taille, pendait à sa ceinture une petite bourse de cuir souple, elle aussi sombre, gelée, mais intacte. Le visage de la femme était blanc comme une planche fraîchement rabotée dans le gel. Ses cheveux, échappés du bonnet, semblaient presque de la couleur de elle du corbeau, mais à ses tempes, luisaient de fines mèches argentées, presque invisibles. Ce n'était pas l'âge, plutôt un jeu de la lumière hivernale. Ses lèvres étaient entr'ouvertes. Une mince croûte de glace y était figée. Un instant, Eirik eut l'impression qu'il arrivait trop tard. Pourtant, en se penchant,
Il remarqua sous la couche de givre sur ses cils un léger frémissement de ses paupières. Il tomba à genoux dans la neige, sans sentir le froid. Ses gants cessèrent, imbibèrent rapidement, lorsqu'il ôta de la main de la femme la mitaine gelée et posa ses doigts sur son poignet. Sous la peau glacée, battait un pouls faible et rare. Elle vivait encore. En lui, quelque chose répondit par une brève étincelle. Ni la chaleur du combat, ni la colère, mais ce sentiment étrange qu'il n'éprouvait que parfois, lorsqu'il voyait, dans un village ravagé, un enfant qui accrochait obstinément à la vie. En de tels moments, il se détournait toujours et poursuivait sa route, parce que tel était le devoir du mercenaire. Mais, par la grâce des dieux, à présent il y avait près de lui ni chef de guerre, ni cri tonitruant de la troupe. Il y avait que la neige, le silence et cette vie presque perdue. Il la tourna avec précaution sur le côté. Sous le manteau, il découvrit une plaie déchirée au flanc, grossièrement serrée avec un pan de chemise arraché. Quelqu'un avait tenté de la bandeur, mais le sang était tout de même répandu dehors et figé en taches sur la glace. Eric ouvrit le tissu un peu plus haut et examina la blessure. Elle était profonde, mais non mortelle. Si on parvenait à la conduire à la chaleur et à de l'air au propre. Sur son bras, il remarqua une vieille cicatrice de coup oblique, cette marque que laisse l'épée lorsque elle glisse le long d'un avant-bras levé. Une telle cicatrice ne se voit pas sur le corps des filles de marchands, mais chez celles qui ont tenu la lame non pour la beauté, mais pour en servir. Sur sa tête aussi, on distinguait une bosse. Quelqu'un, avait rudement frappé à cet endroit. Il porta la main à la bourse pendue à sa ceinture. Le cuir grinça sous ses doigts. La bourse était lourde. L'argent à et l'intérieur tinta sourdement. Ce n'était pas de petites pièces pour menus échanges, mais de bons gros disques solides, tels que on paye pour un long voyage par mer ou pour un groupe hommes, armes. À ce moment-là, dans la tête d'Eric, quelque chose sembla se mettre en place, homme noir. Apparemment, en voyant ses beaux vêtements, il avait pas hésité à se jeter sur cette belle jeune femme. Mais pourquoi l'argent était-il resté sur elle? Avait tout de même pas changé à vie. Peut-être quelque chose les avait-il effrayés, et n'avait pas eu le temps d'achever leur besogne. La femme gémit faiblement. Eric se pencha plus près. Ses paupières nano frémirent, se soulevèrent, et, espace un instant, dans la fente étroite, apparurent ses yeux, gris comme la mer glaciale, où se noie un coucher de soleil tardif. Elle regardait à travers lui, cherchant à s'accrocher à quelque chose dans ce monde. Ses lèvres bougèrent, et il distingua dans leur tremblement muet des mots familiers en langue du Nord Koua. Il avait entendu étant enfant, debout dans la fumée de la grande maison au bord du fjord. Un nom, peut-être un surnom, peut-être un appel aux dieux. Il porta sa main à sa joue et la tapota légèrement, pour essayer de la ramener à elle. La jeune femme, pendant un court instant, fixa sur lui un regard plus clair. Elle tenta de prononcer son nom, mais sa langue semblait ne plus lui obéir. Le son se brisa, ne laissant qu'un souffle presque vide. En Eric se leva la vague habituelle de calcul sec. Une personne dans ses bras, un fardeau lourd, la route jusqu'à Skarfstad qui prendrait une bonne partie du jour, s'il ne s'arrêtait pas. Autour d'eux pouvaient rôder encore des brigands vivants, dont les yeux suivaient à présent chacun de ses pas. Il pouvait détacher la bourse, prendre l'argent, couvrir le visage de la femme avec son manteau et en aller, en se répétant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Ainsi agirait un mercenaire habitué à compter la vie en pièces. Mais le souvenir du lac, de la longue maison basse où sentait le poisson rôti et le pain chaud, de la voix chaleureuse de Halfrid, se ralluma une lueur particulière et douloureuse. Il imagina comment il demanderait où venait cet argent,
Comment il lui faudrait mentir ou leur dire qu'il était passé son chemin? Non, cela n'arriverait pas. Et Eric inspira profondément l'air glacé, ôta son manteau et le jeta sur la femme, elle, enveloppant de façon à ce que le vent ne puisse atteindre sa poitrine ni son cou. Les plaques de métal à sa ceinture tintèrent. Lorsque se penchant, il la souleva dans ses bras. Elle était plus légère qu'il ne l'avait cru au premier regard, presque sans poids sous la fourrure détrempée, comme une figurine taillée dans la glace. Son visage se retrouva tout près du sien, et il remarqua, au coin de ses lèvres, un très léger tressaillement une fine veine, un souffle qui accrochait encore au corps. Il se redressa, grognant, non sous la charge, mais parce que à chaque pas, il lui semblait soulever non seulement elle, mais aussi cette part de lui-même qu'il avait tenté de noyer dans le sang et la culpabilité. La neige crissa plus fort autour de lui, le vent se renforça, le poussant vers elle avant, comme si la forêt elle-même voulait qu'il quitte ce lieu de carnage. Dès un coup de genou, Eric remit son épée en place pour qu'elle ne le gêne pas. Et il regagna la route, laissant derrière lui les objets épars, les débris de la charrette, les traces de sabots et de sang. Lorsqu'il posa de nouveau le pied sur ornière principale, le bord lointain du ciel éclaircit légèrement. La femme bougea un peu dans ses bras. Sa tête se blottit contre son épaule, et il perçut un parfum faible, presque imperceptible. Non celui du sang et du fer, mais autre chose, venu de loin. La fumée de feux étrangers, le vent qui souffle sur les ponts de navires, les herbes dont on frotte la peau avant un long voyage. Ce parfum ressemblait à celui qui, durant des générations, s'imprègne dans les vêtements des guerriers de la mer. Mais il y avait aussi une note sucrée, comme les encens que en brûle dans des temples de pierre, très loin au sud. Elle n'était pas pauvre. Eric expira, se redressa et hâta le pas. Quand les premières toitures Sterner de Skarfstad apparurent, le ciel se couvrait déjà de bleu sombre, et la fumée des foyers s'étirait au-dessus du village en longues bandes, à peine violacées. Devant la porte de la demeure du rempailleur, il faisait plus sombre que dans les autres cours. Une haute palissade serrée de lourds battants garnis de planches, et, au sommet des poteaux, des visages sculptés grossiers qui regardaient installer la rue de leurs orbites vides. Et Eric s'arrêta, reprit son souffle, et frappa du talon dans la porte si fort que le choc résonna sourdement. Derrière la clôture, un chien se mit à aboyer, puis des pas résonnèrent, et une voix de femme appela quelqu'un. Les planches tremblèrent, grincèrent, et enfin un battant ouvrit lentement. Sur le seuil apparut Hallfried. Elle portait un chaud cafetan légèrement serré par une ceinture, sous lequel dépassait le bordé, une jupe de laine sombre. Les manches s'étaient retroussées aux avant-bras, et ses paumes étaient noircies de suie et escarbilles, preuve que on venait tout juste de arracher à son travail près du foyer de forge. La demi-ombre de la cour tombait sur son visage, mais on voyait tout de même comme ses yeux écarquillèrent net à bord de surprise, puis de joie. Au coin de ses lèvres passa un sourire familier, un peu insolent. Elle fit un pas en avant, prête déjà à lui lancer une de ces paroles brèves et à moitié railleuses, sur le fait que le vagant se souvenait malgré tout du chemin de leur maison. Mais son regard glissa plus bas, vers la silhouette dans ses bras, et le sourire éteignit aussi vite qu'il avait jailli. Ses yeux devinrent plus sérieux, son ton plus bref. « Dans la maison », dit-elle en reculant pour dégager le passage. Plus vite. Dans la cour flottait une odeur écorce mouillée, de charbon et de cuir fraîchement tanné. Derrière la maison, du côté de l'atelier, retentit le fracas un marteau sur le fer. Son père continuait de réparer couteaux et pointes de lance, comme il le faisait jour après jour depuis de nombreux hivers. À intérieur du long bâtiment habitations, il faisait chaud et sombre. Le plafond bas, les murs noircis, le long desquels alignaient des banquettes couvertes de peau. Le foyer au milieu. Au-dessus de lui,
une chaîne à laquelle pendait un chaudron qui se balançait doucement. La flamme, attisée par les courants d'air, projetait sur les murs des reflets dansants, étirant les ombres jusqu'au plafond. Alfred ordonna vivement au plus jeune garçon, un parent venu d'E, une branche cousine du clan, de refermer la porte derrière elle, invitée et D, apporter des linges propres. Celle que Eric avait apportée dans ses bras gémit faiblement sous le passage du froid à la chaleur, et se mit à bouger, D, un geste inquiet. Le manteau glissa de son visage, dévoilant un front pâle et des cheveux noirs collés à la peau. Dans la lumière vacillante du foyer, ses traits S adoucirent et elle ont pu croire un instant que LS était simplement endormie après un long voyage. Mais les traces de sang sur la fourrure racontaient une autre histoire. Le père de Alfred sortit du fond de la maison, repoussant la tenture qui séparait le coin de travail de l'espace de vie. En voyant Eric, le vieil homme hocha brièvement la tête, puis fixa longuement la femme. « Qui nous amènes-tu là, vagant ?» Sa voix, enrouée par la fumée, portait à la fois une inquiétude réelle et la prudente réserve un homme libre qui connaît trop bien le prix de chaque bouche de plus et de chaque malheur. « Je ai trouvé dans la forêt, près un convoi saccagé. » répondit Eric en posant doucement la jeune femme sur une large banquette contre le mur, près du feu. En vie, pour elle instant. Alfred ne posa pas de questions superflues. Elle arracha rapidement le fichu de ses épaules et le glissa sous la tête de la blessée, pour qu'elle ne touche pas le bois froid. Puis, un geste bref, fit signe à Eric de la maintenir par les épaules. Dans ces mouvements, il y avait aucune agitation, seulement la détermination aguerrie que forge la nécessité quotidienne. Depuis de nombreux hivers, elle est décédée de son père à bandées, coupures, perforations et brûlures, et elle savait reconnaître les blessures que on pouvait encore arracher aux ténèbres et au froid. Elle défit avec précaution la broche argent du manteau de fourrure, et le repoussa de côté. La robe en dessous était coûteuse, épaisse, brodée, un motif au col qui convenait peu aux femmes modestes de ces métères. Le sang séché avait soudé étoffe. Alfred prit un couteau au court tranchant bien affûté, le tendit vers la flamme pour le purifier, souffla sur le métal et entailla avec précaution le tissu là où la tache brune était la plus dense. Alfred secoua la tête pour chasser une mèche de son front et demanda que en apporte de eau chaude. Eric, qui avait l'habitude de voir les plaies au combat, avec un détachement glacé, sentit à présent sous ses doigts la glissade humide une peau étrangère. Et il y avait dans ce contact autre chose que la sensation familière de épaule un camarade dans la mêlée. Il soutenait la jeune femme, la soulevant légèrement pendant que Alfred libérait le flanc des lambeaux de tissu et en nettoyait soigneusement les bords avec de eau chaude parfumée, herbes. Un instant, il lui sembla que l'odeur de fer qui montait du sang cédait la place à un parfum délicat et âpre de millepertuis et armoises séchées. À ce moment-là, il regarda malgré lui Alfred. Ses joues s'étaient colorées sous la chaleur du foyer. Ses yeux brillaient de concentration. Il remarqua la sûreté de ses doigts glissant sur la peau de étrangère, et la minuscule ride contint au coin de sa bouche qui trahissait la tension. Le sort de cet inconnu ne lui était pas indifférent. En lui, quelque chose le piqua une chaleur douloureuse. Quand il était parti pour sa dernière expédition, LN était encore pour lui qu'une petite sœur. À présent, devant lui se tenait une femme dont la main savait non seulement orner le bois de motifs gravés, mais aussi arracher des vies au bras de la mort. La tenture de frémit, et les gens commencèrent à se rassembler dans la maison. Dès à bord la voisine la plus âgée, qui, avertie par les aboiements du chien, avait compris que des invités étaient arrivés chez elle, artisans. Derrière elle vinrent deux autres femmes, elle une portant un seau, elle autre une brassée de bûches de bouleau sec. Puis, dans elle embrasure, apparurent dans deux bandes des fermes voisines, attirées par le remue-ménage inhabituel.
Dans ce petit hameau, rien ne passait inaperçu. Bientôt, un demi-cercle étroit se forma autour du foyer. Les gens échangeaient un des regards en coin, détaillant la jeune femme étendue sur la banquette. Quelqu'un chuchota que ses vêtements N n'étaient pas taillés comme ceux du pays, que la broderie du col ressemblait davantage à celle des familles du Nord, ou même des filles de marchands qui suivent leur père sur les routes lointaines. Alfred remarqua comme de nombreux regards se posaient en même temps sur la petite bourse. Elle se pencha, dénoua un geste habile la lanière, et la retira de la ceinture de la femme, puis tendit la bourse à Eric. « Prends, dit-elle bas, pour que lui seul entende. Tu décideras plus tard de ce que il faut en faire. » Le cuir pesa dans sa main un poids lourd, presque vivant. Il glissa la bourse sous sa tunique, contre sa poitrine. Elle vit, déclara-t-il à haute voix, détournant la conversation. Pour elle, instant, cela suffit. Elle, un débandre, un homme large épaulés avec une tressure épaisse, un lourd bracelet au poignet et une boucle en forme de mufle de bête à la ceinture, plissa les yeux, mécontent. « Vivante, mais pas des nôtres, grommela-t-il. Qui nous dira que elle haine et pas des leurs, de ceux qui marchent avec les hommes noirs. Elle a la taille autant argent qu'un marchand. » Le père de Alfred S. adossa à un poteau, croisa les bras sur la poitrine et jeta un regard sombre au parleur. « Dans la neige, dans la forêt, elle était seule, dit-il. Qui qu'elle soit, à présent, elle est, elle, hôte de notre maison, et donc sous notre protection. Il en était ainsi chez nos pères et nos grands-pères. » Le bandre renifla avec dédain, mais elle n'osa pas contester ouvertement. Dans ces mots résonnait une ancienne loi des hommes libres. Un invité qui a franchi le seuil est sous le manteau du maître, et elle offensée revient à cracher dans le feu de son propre foyer. Entre-temps, Alfred acheva de rincer la plaie, la banda fermement avec un linge propre que sa mère avait autrefois tissé sur son métier vertical. Par-dessus, elle posa un mantelet léger mais chaud pour que le courant DRN atteigne pas la blessée. Le visage de la jeune femme perdit un peu de sa pâleur. Sa respiration devint plus régulière. Elle bougea les doigts, tourna légèrement la tête vers le feu, comme par instinct attirée par la chaleur. « Tu m'entends » demanda doucement Alfred en se penchant sur elle. « Comment appelles-tu » Les yeux de la femme S entr'ouvrirent lentement. Son regard restait trouble, mais cherchait déjà à accrocher les visages autour elle. Elle cligna plusieurs fois des paupières, comme pour chasser un brouillard, puis S arrêta sur Eric. Sa silhouette sombre, se découpant devant le feu, lui apparaissait plus clairement qu'aucune autre. Elle murmura quelque chose dans un parler du Nord. Quelques mots-quets brefs où se devinait l'habitude des rivages austères et des chants cadencés par le choc des avirons contre les. Puis sa langue S mêla, et les sons devinrent des mots slaves, plus rude à l'oreille que la souplesse de la langue du Nord. LS efforçait de prononcer son nom, mais chaque fois le son se brisait comme une branche fine sous la neige. L'inquiétude pointa dans son regard. On aurait dit qu'elle butait contre un mur invisible au fond de sa propre tête, derrière lequel bruissaient des voix, sans qu'aucune ne se détache nettement. Alfred plissa les yeux, comprenant qu'il n'agissait pas seulement de la blessure et de la fièvre. « Elle ne se souvient pas, » dit-elle à mi-voix, « plus pour elle-même que pour les autres, ni de la route, ni de son nom. » « Tant mieux peut-être, » lança froidement quelqu'un près du mur. « Moins de chance que les querelles des étrangers viennent te frapper à nos portes. » Alfred ne répondit pas à ces paroles. Elle se redressa, essuya ses mains dans un linge grossier et balaya, assemblée du regard. En elle montait un sentiment étrange, mélange de compassion pour cet inconnu et une jalousie piquante devant la manière dont Eric la regardait. Pas comme on regarde une simple captive. Pour briser ce silence pesant, la voisine la plus âgée S avança de quelques pas vers la banquette et se pencha sur le visage exsangue.
Tant qu'elle ne sait pas qui elle est, qu'elle soit simplement loin. Étrangère, dit la femme, et dans sa voix résonnait une douceur particulière. Halfrid acquiesça, reprenant cette idée. Il lui fallait un mot qui marque la présence de cette femme dans leur maison et dans leur vie, sans la rattacher à aucun clan ni à aucun sang. Alors elle sera Barbara, prononça-t-il. Le sens de ce nom se traduisait justement par « jeune fille inconnue ». Eirik répéta en silence ce nom, Barbara. Peu à peu, la foule se dispersa. Les femmes retournèrent à leurs tâches, en chuchotant sur le chemin, se demandant qui elle était et ce qu'elle apporterait avec elle. Les hommes, en partant, parlaient déjà des, avertir les anciens, un étranger sous le toit des, un artisan N, était pas une affaire de famille. Dans leurs paroles se mêlait la préoccupation pour la sécurité et une convoitise à peine voilée. La petite bourse des argent que Eirik avait glissé sous sa tunique faisait déjà partie des conversations, alors que personne avait encore vu combien de pièces elle contenait. Quand les étrangers furent partis, la maison parut plus vaste et plus calme. Le feu du foyer S affaiblit un peu, ne lançant des gerbes d'étincelles que de temps à autre. Le père de Halfrid S, assis sur la banquette D, en face, saisit une coupe de bois, but une gorgée de tisane chaude et regarda Eirik par-dessus le bord. « Tu es revenu à temps, dit-il. Et ces mots portaient plus de sens qu'une simple joie de revoir un vieil ami. Les routes sont pires que d'autrefois. On peut ne jamais arriver jusqu'ici. Eirik hocha la tête. Il sortit la bourse de sa cachette et la posa sur la table, de façon qu'elle reste dans elle ombre, à elle, abri des regards de ceux qui pourraient encore entrer. Le cuir prenait de petits reflets dans la lumière des flammes, comme pour rappeler ce qu'il renfermait. De elle argent. Beaucoup. Si nous le montrons à tous, ils voudront le partager comme un butin. Halfrid s'approcha doucement. S assit au bord de la banquette D, où elle pouvait voir à la fois Barbara et les hommes attablés. Les anciens, elles, apprendront. Quoique, il arrive, dit pensivement, elle, artisan. Mais tant qu'elle est sous notre toit, si, est à nous de décider. Qu'elle vive dès à bord. Eirik sentit un soulagement. Ces paroles lui donnaient un point d'appui. Entre le devoir du guerrier, habitué à obéir aux ordres, et le désir de protéger le faible sans attendre de récompense, il avait pas encore trouvé l'équilibre. Mais il était pas seul. Ici, dans une maison dont les murs avaient été dressés pour le travail et la famille, plutôt que pour la guerre, la voix du vieil ami sonnait plus sûre que les cris des chefs en campagne. Son regard se posa sur Halfrid. Elle était assise, la paume posée sur le bord de la banquette, et son pouce tapotait parfois nerveusement le bois. Il remarqua soudain ce petit geste et comprit que derrière son calme apparent grondait une tempête. Il voulut lui dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés. Entre eux se tendit une pause fine, presque invisible. Tendez. Anézès s'était écoulé, et le voilà qui revenait ainsi, avec un tel fardeau. Ce était pas ainsi qu'il avait imaginé leur retrouvaille, Satyaele. Même parler tranquillement n'avait pas été possible. Dans cette pause affluaient les souvenirs des années passées. Les printemps où ils guettaient ensemble la débâcle du lac, les petits présents qu'ils rapportaient de ces expéditions. Un coquillage d'É, une rive lointaine, un morceau d'É, étoffe éclatante, un petit talisman sculpté. Et elle riait en les cachant dans son coffret. Alors, tout était plus simple. Il partait et revenait. Elle attendait, et le monde semblait accepter docilement cette vérité. À présent, tout avait changé. Il n'était pas revenu seul, et était à elle que il avait fallu tendre la première les mains vers celle qui pouvait devenir la cause de grands bouleversements. Quand la nuit se pressa tout à fait contre les petits vitrages, Eirik s'installa sur une banquette près du mur, posa l'épée à côté de lui et appuya le bouclier contre un poteau.
Le père, après avoir murmuré quelques mots aux anciens dieux et, par précaution, tracé aussi le signe de la nouvelle croix, passa derrière la tenture, laissant les plus jeunes régler leurs propres démons. La neige cessa de tomber pendant la nuit, et le matin arriva sur Skarfstad froid et limpide. La glace du lac S s'étirait en une surface grise et lisse, comme un immense miroir où se reflétaient quelques bandes éparses de nuages. Vers le milieu du jour, les hommes commencèrent à se rassembler sur la berge. Là, sur la pente douce où, en été, on faisait sécher les filets et réparer les barques, s'étendait un cercle aplani, le lieu du Thing. Les anciens de Skarfstad avaient de toute façon ordonné de se réunir. Trop agitation en ces derniers jours. Eirik se rendait à la clairière du Thing parmi les autres, portant une chaude cape sur sa cotte de maille, mais laissant son épée à la maison, telle était elle, usage. On venait aux assemblées sans armes, pour que les mots, et non le fer, tranchant les querelles. Il n'avait cependant pas ôté sa ceinture ni son couteau. Le couteau était tenu pour le prolongement de la main du travailleur, non pour un défi guerrier. Dans la foule apparaissaient déjà des visages connus, les bandres des fermes voisines. Quelques hommes âgés, aux longs sans cheveux blancs, de jeunes gardes qui venaient à peine de gagner le droit de parole. Parmi eux se distinguait un homme robuste, avec un lourd anneau doré au poignet et une boucle de grande valeur. Le fiancé de Hallfrid, issu un clan possédant les meilleurs prés de Fauche près du second lac. À part les autres, près de la ligne où la neige cédait la place à la glace, se tenaient les anciens. Ils étaient plusieurs, un large dé, épaules aux cheveux grisonnants épais, écoutés par les chasseurs et les pêcheurs. Un autre sec, vêtu simplement mais proprement, qui ressemblait plus à un marchand qu'à un combattant. Un troisième au visage profondément ridé, aux yeux clairs où se lisaient de longs hivers et de rares sourires d'été. Ils échangeaient aux chances de brèves paroles, et à la fréquence avec laquelle leurs regards se tournèrent vers le sentier venant de la ferme de L, artisan, on comprenait bien qui ils attendaient. Hallfrid arriva un peu après les hommes. Son père marchait à ses côtés, appuyant sur un bâton sculpté, non par faiblesse, mais comme marque de son âge et de son savoir. Entre eux, et mitouflés dans une pelisse, avançait Barbara. Avançait, ou presque. Elle aidait beaucoup. Sur elle, un vêtement chaud mais simple, que Hallfrid lui avait prêté. Ses pas restaient imprudents. La blessure se rappelait sans cesse à elle. Par moments, son visage se crispait imperceptiblement, mais elle ne se permettait pas de boiter. Eirik, elle, ayant remarqué, fit un demi-pas de côté, se plaçant du côté D où soufflait le vent et lui offrant son épaule comme soutien. Hallfrid vit ce geste, vit comment il se tournait légèrement vers Barbara, et quelque chose se serra douloureusement dans sa poitrine. Quand ils approchèrent sans du cercle, les têtes des hommes se tournèrent et un même mouvement. Le silence devint, l'espace d'un instant, plus dense que le vent. Le plus âgé des anciens leva la main pour réclamer l'attention. « Si nous sommes réunis, dit-il, si, et parce que notre maison a accueilli quelqu'un venu jusqu'à nous à travers la forêt des hivers. Il en a toujours été ainsi sur la route des Varegs. La route est dure, mais le foyer doit être plus doux que la pierre. Pourtant, aujourd'hui, ceux qui voyagent ne sont pas seulement marchands et guerriers. Il y en a aussi que on appelle noirs, des brigands qui se donnent pour nos frères, mais qui, dans leur cœur, ne respectent ni les anciens dieux ni le nouveau. » Ces paroles restèrent suspendues dans elle, air glacé comme de la buée. Les gens acquiesçaient. Chacun avait sa propre histoire de manteau noir, attaques nocturnes, de caravanes perdues dans la tourmente. Certains avaient en vue mourir un proche sur la route. Autres avaient perdu leurs biens. Autres encore leur liberté, devenant esclaves de quelqu'un. « La voici, » dit elle, ancien, en désignant Barbara un signe de tête. Notre frère Eirik, a trouvé parmi les traces de sang et les débris un chariot.
Son nom, prétend-elle, lui échappe. Son clan, elle ne le nomme pas. Alors réponds, Eric, qui as-tu mené jusqu'à nos portes? Il y a longtemps que elle on ne t'a pas vu dans ces terres. Et voilà que tu réapparais ainsi. Pouvons-nous te faire confiance? Des dizaines de regards convergèrent vers Eric. Il sentit ce poids presque comme un choc de vague contre la coque un navire. En lui, tout se figea instinct, comme juste avant de cesse élancé au cœur de la mêlée. J'ai amené une femme, dit-il une voix calme, mais qui porta dans tout le cercle. À demi morte, avec une blessure au flanc. Si Ja était partie, elle serait restée là, recouverte de neige. Qui est-elle? Je pense qu'elle est fille de marchand. Un rire sourd, un peu nerveux, parcourut la foule, non par méchanceté, mais par tension. Les questions ne manquaient pas. Elle argent éveillait vite elle ironie chez les hommes. Eric soutint sans ciller le regard de elle, homme qui riait. Une chose est sûre, reprit-il. Elle argent nous coûtera plus cher si nous nous mettons à le partager. Il est pas à nous. Alfred sentit les épaules de son père se raidir près d'elle. Pour lui, en tant que maître de maison, il était essentiel que personne ne puisse croire que ils avaient voulu s'approprier un butin étranger. Elle ancien leva la main, imposant le silence. Elle argent ne s'enfuira pas, déclara-t-il. Mais aujourd'hui, nous devons décider qui est cette femme pour Skarfstad. Une invitée, un gage, un appât pour les brigands, un piège dressé contre nous, ou bien une victime. Il se tourna vers Barbara. « Avance, jeune fille. Dis-nous tout ce dont tu te souviens. » Barbara fit un pas en avant. Le vent souleva un pan de son foulard, libérant à ses tempes une mèche de cheveux sombres. Elle leva la tête, et beaucoup virent alors pour la première fois ses yeux, gris clairs et profonds, où se reflétaient le lac et le ciel bas. Son regard glissa sur les visages des hommes, s'arrêtant sur Eric et Halfred, comme pour puiser auprès eux un peu de force. Sa voix sonna rauque, étrangère même pour elle. Je me souviens de la neige, des cris, de elle odeur de fumée. Et elle hésita un instant, comme si elle craignait de poser le pied sur un pan fragile de sa mémoire. La mer et le plancher mouvant sous mes pieds. Mais les images étaient rares à Taïnsrer. Elles se dissolvaient comme des dessins tracés sur LSO. « Ton nom » demanda un ton plus doux, ancien au visage maigre, celui qui ressemblait davantage à un marchand. « Où prenais-tu la route » Barbara inspira doucement. Dans les profondeurs de sa mémoire affleurèrent des sons, des noms, peut-être proches, peut-être étrangers. Il montait comme une vague sur la grève, puis se retirait, sans laisser dans le sable un seul mot d'entier. « Je ne sais plus » murmura-t-elle, et dans ces quelques syllabes, il y avait une telle impuissance que même les plus rudes des hommes détournèrent un instant les yeux. Ses épaules vêmées tremblèrent à peine, mais elle se ressaisit. La tête inclinée, elle ressemblait à une captive docile. Pourtant Eric, voyant les muscles tendus de sa nuque, les doigts crispés, comprit qu'en elle, la lutte continuait. Elle n'avait pas, l'habitude de se tenir désarmée devant le jugement des inconnus. Le fiancé de Halfred, posté non loin, la dévisageait avec attention. Il avait un peu plus de 20 ans, mais son regard portait déjà la prudence du maître et le calcul du marchand. Pour lui, cette femme pouvait n'être pas seulement un danger, mais aussi une chance. Réclamer une rançon, nouer un nouveau lien entre familles, renforcer sa place à Skarfstad. Ce n'est pas parce qu'elle ne se souvient pas de qui elle est, dit-il, que son passé a disparu. Quelque part, il y a des gens pour qui elle compte. Un père, des frères, peut-être un mari. Nous ne le savons pas, mais nous savons qu'ils auront de quoi payer pour leur parente. Avons-nous le droit de réclamer un prix pour elle, avoir trouvé sur notre chemin et lui avoir sauvé la vie? Ces paroles n'étaient pas ouvertement cruelles. Elles portaient la logique
un temps où chaque pas dans la neige pouvait coûter trop cher. Mais dans ces mots, Hallfried entendit autre chose encore. La disponibilité à faire de la destinée autrui une monnaie d'échange. Un frisson de froid la parcourut, bien que le vent ne se soit pas levé. Et si ceux qui la cherchent ne sont pas des marchands, mais des brigands? Lança un pêcheur dont la barque S était plus une fois trouvée prise dans de curieux brouillards matinaux. Ils viendront non avec des coffres, mais avec des lances. Le cercle remua, certains se mirent à parler de vieilles querelles, de parents disparus sur les routes. Les anciens échangèrent un regard. Ils savaient que il laissait la foule engouffrée dans ses fissures. Skarfstad se briserait. Il fallait trouver des mots capables de retenir les gens ensemble. « Les temps sont rudes », dit le plus âgé. Des dracars sillonnent la mer. Des bateaux remontent les fleuves. Les nouveaux dieux se disputent les cœurs avec les anciens. Mais une chose ne change pas. Si nous cessons de distinguer et inviter de l'ennemi, les amis nous tourneront le dos, et les ennemis viendront sans effort. Il se tourna vers Eirik. « C'est, et toi qui as vu les traces, c'est, et toi qui es la relevée qui a terre. Dis-nous sans détour, ce qui s'est passé dans la forêt ressemblait-il à l'œuvre des hommes noirs ?» Eirik ferma un instant les yeux, revoyant les cieux brisés du chariot, les sacs éventrés, les brèves langues de feu sur les planches. Des courroies tranchées trop proprement, une retraite trop rapide. Il avait vu des dizaines de batailles, des dizaines de pillages, et savait distinguer la cohue une armée de la main et une bande aguerrie. « Oui, » répondit-il sans esquive. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils sont partis vite, en emportant presque tout. Elle se haine, et pas elle. Une de ces prisonnières solides que elle entraîne en colonne, liée de cordes. Soit elle est échappée, soit elle était des têtes d'hurleurs. Puis était devenue inutile. Alors ils ont jeté. Les mots franchirent ses lèvres avant qu'il ne les pèse. Une lourde pause tomba sur le cercle. On eût dit que tous avaient inspiré en même temps, sans encore relâcher leur souffle. Barbara tressaillit. Dans ses paroles, vibrait une note qui éveilla quelque chose au plus profond de sa mémoire. Des leurs, puis devenus inutiles. Une vision fulgurante traversa son esprit, un feu de camp. Des visages dans elle ombre, un ordre bref, le froid de elle acier Kuo, elle avait dit. Elle avait dû opposer à un coup venu ailleurs. Mais l'instant où image allait se préciser, elle éclata en étincelles, ne laissant qu'une douleur sourde. Elle fit un pas en avant. Sa voix se brisa. Elle avala l'air et reprit. Je ne sais plus parmi qui je marchais, mais je ne veux pas que le malheur vienne ici à cause de moi. Ces paroles avaient presque le ton un serment. Eirik y reconnut ce même souffle précipité avec lequel, sur un champ de bataille, les hommes Steiner cherchent à comprendre de quel côté ils se tiennent. Il comprit que même privée de ses souvenirs, elle choisissait déjà ceux qui lui avaient offert toit et chaleur. Mais pour beaucoup, dans le cercle, cela pouvait n'être qu'un discours habile. Le fiancé de Hallfried croisa les bras sur sa poitrine. Eirik serra les poings. « Nous ne sommes pas des esclaves pour marchander des vies humaines, » dit-il à voix basse, mais sans perdre de force. Nous vagabondons déjà dans le monde comme des brigands quand nous prenons l'épée pour la solde d'autrui. Si nous commençons à vendre ceux que nous avons nous-mêmes tirés de la mort, en quoi serons-nous différents des brigands? Ces mots partagèrent presque le cercle en deux. En entendant cette querelle, Hallfried sentait en elle se mêler deux élans. Elle éprouvait de la fierté pour Eirik, qui refusait de se taire, bien que il sache que son avis pouvait déplaire aux hommes influents. Et, en même temps, elle avait peur, opposait aux anciens, à son propre fiancé. Il pourrait devenir un étranger.
reprendre un jour la route, quelque part derrière la brume, loin de leur maison. Et alors elles ne le reverraient plus. Les anciens, une fois encore, échangèrent un regard et des mots à mi-voix. Ils comprenaient qu'il ne fallait pas laisser elle, une des parties elle, emporter tout à fait, sous peine ouvrir une fissure irréparable dans la communauté. Enfin, elle ancien aux allures de marchand, leva la main. Elle argent restera sous la garde de la maison de elle artisan, jusqu'à ce que le Thing en décide autrement. Quand au printemps viendront les bateaux des Varegs, nous leur demanderons c'est, ils reconnaissent en elle une fille ou une épouse des leurs. Jusque-là, occupez-vous de vos travaux. Ne nous tourmentons pas par avance. Barebra sentit la tension alentour se relâcher un peu. Alfrid expira doucement, comme si elle venait de sortir de elle, au glacé. Elle croisa le regard d'Eirik. Il y avait là beaucoup de choses. De la gratitude pour ses paroles à elle, instant où autre se taisait. La preuve ça aussi que il n'était pas un homme étranger à ces lieux. Le fiancé, de son côté, écouta la décision des anciens avec un visage fermé. Il ne protesta pas, mais, au fond de ses yeux, passa une ombre de mécontentement. Déjà pourtant, un plan prenait forme. Hallfrid était sa promise. Elle dépendait de lui. Il lui serait facile de la convaincre, en secret, de emparer de la bourse. Il avait l'habitude de trancher vite et net toute affaire touchant au bien et au profit. Le Thing se dissipa peu à peu. Les hommes hommes s'en allaient par petits groupes, commentant en chemin ce qu'ils venaient d'entendre. « Pour elle heure, tu restes ici, » dit Eirik en se tournant vers Barebra, sous la protection de la maison. Mais au printemps, tout changera. Des navires viendront, des hommes nouveaux, et chacun apportera sa propre vérité. Barebra inclina lentement la tête. Dans ses yeux, on devinait un soulagement discret, mais aussi une mince et douloureuse ombre de sourire. « Tu parles comme quelqu'un qui est souvent parti sans savoir est-ce. Il reviendrait ?» répondit-elle. « On dirait que la mer a laissé sa marque dans ta voix. » Il fut, un instant, frappé par la justesse de cette remarque. Hallfrid se tenait tout près, écoutant ce bref échange. Elle souffrait de les voir se comprendre sur un terrain où elle ne pourrait jamais tout à fait les rejoindre. Pourtant, elle ne recula pas. Elle fit un pas vers Barbara, remit en place son foulard pour lui couvrir le cou contre le vent, et dit « Rentrons. Là-bas, il fait chaud, et mon père n'aime pas nous savoir trop longtemps dehors par ce froid. » Dans ces mots simples, il y avait plus d'acceptation que dans tous les discours tenus au Thing. Par là, elle reconnaissait Barbara comme faisant partie de sa maison, malgré la peur et la jalousie. Eirik lui avait toujours plu, et, à présent, ce sentiment devenait pour elle de plus en plus net. Tous trois prirent le sentier qui ramenait vers Skarfstad. Dans la longue maison de elle artisan, les jours s'écoulèrent plus lentement qu'au dehors. Au début, Barebra se levait à peine. Elle restait allongée à regarder le plafond où la suie dessinait des taches étranges et écoutait les allées et venues dans la maison. Elle distinguait les pas, la marche lourde et régulière du père de Hallfrid, sa toux, son marmonnement confus lorsqu'il comptait mentalement ses commandes, la course légère, rapide, presque silencieuse, du garçon qui charroyait le bois et haut, le pas assuré, un peu pesant, de Hallfrid elle-même, qui parfois ralentissait près de sa couche, et le pas particulier, aussitôt reconnaissable, d'Eirik, un peu traînant comme celui sur qui pèse un long voyage et plus une nuit passée à même la terre. Souvent, il s'asseyait au coin du feu, de elle, autre côté, près du passage, de façon à voir à la fois la porte et Barbara. Le soir, lorsque les tâches prenaient fin, les hommes des fermes voisines venaient chez elle artisan parler un fer brisé, du prix des fourrures, des futurs foires du printemps. Ils s'installaient sur les banquettes, et les conversations dérivèrent alors vers la mer, les lointains ports, les dracars qui, jadis,
descendaient des fjords jusqu'au lac pour y chercher argent et peau. Dans ses propos, Barbara retrouvait des bribes de sensations familières. Le grincement des mâts, la ligne dentelée des montagnes à elle horizon, les cris des mouettes au-dessus de elle écume. Pourtant, sa mémoire s'obstinait à ne lui ramener ni un visage net, ni un seul de ses propres pas sur un pont chancelant. Parfois, quand on en venait aux hommes noirs, la maison semblait se resserrer. Ces jours-là, Hallfried devait se partager entre la maison et l'atelier. Son père, elle, appelait de plus en plus souvent, dès l'hiver déjà. Il fallait préparer couteaux, pointes de lance, pendentifs et boucles pour les marchés du printemps. Ses mains à lui avaient ralenti, ses articulations le faisaient souffrir du froid et des années. Elle reprenait le travail au vol, devenant le prolongement de son art. Sous ses doigts naissaient les motifs gravés dans os, se polissaient les bois et se transformaient en poignées, se taillaient de petites figurines de Dieu, les visages sévères d'É, Odin et de Thor, la figure plus douce de Fréja. Parfois, à la demande de quelques marchands chrétiens, elle façonnait de simples croix, des os ou des argent bon marché, et, alors, une ombre de réflexion passait sur son visage. Et anciens et nouveaux signes cohabitaient désormais dans le même coffret. Entre deux coups de marteau, entre le frottement de la lime, ses pensées retournaient malgré tout vers la maison, vers la couche de Barbara, vers Eric. Était-il assis près du foyer ou bien dans le bois sacré au-delà du village, où il allait parfois seul se taire en présence des dieux? De quoi parlaient-ils, tous les deux, lorsque la conversation naissait? Sa jalousie était discrète, comme la neige des hivers, mais non moins pesante. Elle se refusait à la laisser éclore en paroles ou en gestes, mais se surprenait parfois à suivre plus longtemps que il ne fallait le mouvement Eric portant les seaux à travers la pièce, ou à entendre plus nettement le bref mot encouragement qu'il lâchait pour Barbara en passant. Barbara, de son côté, ne pouvait ignorer à quel point tout, dans cette maison, reposait sur du non-dit. Elle sentait qu'elle avait pénétré dans un cercle où chacun avait déjà ses routes, ses promesses, ses espérances, et que son apparition était comme une pierre jetée dans une eau immobile. Dans chaque geste de Hallfried, à son égard, vibrait une tension, non pas hostile, mais méfiante. Dans chaque pas silencieux Eric, elle devinait l'effort qu'il faisait pour retrouver un équilibre entre un attachement ancien et cette nouvelle attirance, encore confuse, pour elle, la femme aux souvenirs brisés. Par moments, entre eux trois, naissaient de curieuses minutes de paix fragile. Le soir, lorsque le travail était terminé, que le père S en allait dormir derrière la tenture, et que la jeunesse ne se pressait pas encore vers les autres maisons, il restait assis près du feu. Hallfried cousait ou reprisait un vêtement, levant de temps à autre les yeux vers les deux femmes. Barbara, le dos appuyé contre la paroi tiède, écoutait Eric qui, à la demande des garçons, évoquait à nouveau les routes de mer. Il ne se vantait pas et enjolivait pas ses récits. Il parlait simplement. Comment ils avaient un jour quitté un long fjord sous un ciel bas. Comment, à travers la brume, ils entendaient le grondement sourd une côte étrangère. Comment la lame parfois soulevait le drakkar si haut que, il semblait que Odin en personne vint regarder les hommes en face. Barbara, alors ne le quittait pas des yeux. Chaque phrase réveillait en elle, écho de quelque chose qui demeurait tapi au fond elle, comme une chanson oubliée, mais familière. Dans le même temps, hors de la maison, la tension montait à Skarfstad. Un jour, un petit groupe d'hommes arriva au village, escortant un convoi de fourrure. Il y avait dans leurs vêtements un détail indéfinissable qui trahissait ayant heure, des motifs de broderie différents, des boucles taillées autrement, et, au cou de 2 dés entre eux, des croix de fer grossièrement forgées. Ils parlaient un mélange de dialectes, et Eric reconnut parmi eux la douceur étrange une langue méridionale.
sans doute venu de Cetara, Teresua. Lui-même avait autrefois vu des églises de pierre. Ces gens apportèrent des nouvelles. Sur elle, un des chemins menant à une grande ville du sud, un convoi S, était évanoui de façon mystérieuse. Et, sur les arbres bordant la route, un avait brûlé des signes grossiers, de lourds cercles barrés de traits, de ces marques dont les hommes noirs signalaient parfois leurs pistes de chasse. À Skarfstad, les rumeurs se mirent à tournoyer plus vite que le vent autour des feux. Certains juraient avoir vu ce même signe sur une peau abandonnée en forêt, non loin de Hey, endroit où Eirik avait trouvé Barebra. Des autres affirmaient qu'il ne s'agissait que des histoires de marchands soucieux de hausser le prix de leurs ballots. Quoi qu'il en fût, la maison de El Artisan se retrouva au centre de ses propos. Alfrid le sentait. Lorsque elle traversait la rue, les regards se posaient sur elle plus souvent que à elle ordinaire. Parfois pour la questionner ouvertement, le plus souvent à demi-voix. Elle devait garder le dos droit et répondre avec fermeté que tant que le Thing N aurait pas jugé autrement, Barebra restait, elle, hôte de leur maison, point. Un soir, alors que pour un temps, la maisonnée se calmait et que son père était parti dans une cour voisine pour une affaire, Alfrid fut témoin une scène inattendue. Dans la partie artisanale de la ferme, sous elle au vent où séchaient des pots et où ils alignaient des ébauches de gaines et de ceintures, Barebra était assise sur un tabouret bas. Sur ses genoux reposait une longue sangle de cuir. Ses doigts allaient et venaient rapidement, un geste sûr, en tressant un nœud. Ce n'était ni le nœud simple avec lequel les femmes attachent les balloquets de linge, ni le gros nœud du chasseur, mais un autre, celui-là même qui sert, en voyage, à serrer les sacs de chargement pour qu'ils ne churdutent pas le bord du bateau et ne tombent pas à El Hao. Hallfrides arrêta sur le seuil, sans comprendre tout de suite ce qu'elle voyait. Le visage de Barbara, à cet instant, était concentré, presque celui une professionnelle. On n'y lisait ni la confusion, ni elle, impuissance de un coup. On avait tiré de justesse de la mort. Ce ne fut qu'au moment où le nœud fut bien serré que une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux, aussitôt remplacée par la peur. Comme si elle reprenait soudain conscience, elle ouvrit les doigts, et la sangle glissa de ses genoux sur le sol battu. « Où as-tu appris à nouer ainsi ?» demanda doucement Hallfrid en approchant. Barbara sursauta comme à un bruit trop fort. Ses mains se jetèrent vers la sangle, comme si elle voulait cacher la trace de son savoir. « Je ne sais pas, » souffla-t-elle, évitant le regard de la fille de la maison. « Mes mains se souviennent, et tout. » Ces mots étaient sincères, et pour cette raison, plus inquiétants encore. Hallfrid ramassa la sangle, passa le doigt sur le nœud bien serré. Elle-même ne connaissait pas ces astuces-là. À cet instant, Eirik entra dans l'atelier. « Ce nœud, dit-il lentement. C'est ainsi que nous ligotions les sacs en expédition. Habituellement, seuls les marchands. Barebra, sentant sur elle le poids de leurs deux regards, fut prise une douleur aiguë dans la poitrine. Comme si quelque chose, en elle, tentait de forcer la barrière sans y parvenir. « Tu ne dois pas craindre ce que tes mains savent faire, » dit doucement Eirik en avançant. Dans sa voix vibrait à la fois le désir de la rassurer et une curiosité douloureuse. Ils se souviennent seulement des endroits où elles ont servi. Ce qui compte, est ce que tu leur feras faire désormais. Ces paroles, adressaient tout autant à lui-même. Hallfrid, écoutant cet échange, sentait son cœur se déchirer. Elle était reconnaissante à Eirik de la douceur qu'il montrait envers Barebra, du fait qu'il ne se hâtait pas de la juger ennemie, mais cette même douceur la blessait comme une écharde. Elle aurait voulu qu'il lui parle ainsi à elle, la fille qui tant d'années elle avait attendu sur la rive du lac, quand il revenait des routes du sud,
avec des histoires de dieux étrangers et de villes lointaines. Pourtant, elle savait qu'elle ne pourrait jamais partager avec lui ce que Barebra partageait si aisément. Elle ne connaissait pas la guerre, car ses épées n'avaient été que des entraînements. Elle ne connaissait pas la mer, car ses barques avaient pas dépassé le milieu du lac. Elle ne connaissait le sang que comme celui des bêtes ou des blessés que elle en soigne, non celui de ceux qui en frappent. La nuit venue, lorsque la maison tombait dans le silence, chacun restait seul face à ses pensées. Мирослава долго не могла уснуть, глядя на маленький огонек лампы у ложа Барбара. Les paroles de fiançailles avec son futur mari avaient déjà été prononcées, et elle, union de leur famille, se préparait depuis plusieurs années. Cette union était avantageuse, raisonnable, nécessaire. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait à la vie qui elle attendait dans la ferme de son fiancé, où compterait-on avant tout les sacs de grains et les ballotières de pelletterie, et non les récits de rivages lointains, son cœur se serrait. Et, chaque fois que Eric, ignorant tout de ses pensées, posait sur elle ce regard chaleureux, sans oser faire le pas décisif, elle sentait que le destin passait près d'elle, sans se résoudre à tourner entièrement vers elle. Eric, étendu sur sa banquette, le dos appuyé contre la paroi, écoutait la respiration de la maison. Et voilà que, après plusieurs mois, une évidence le frappa. Il regarda, elle, inconnue. Non, elle n'était plus vraiment une inconnue depuis longtemps. Elle dormait un sommeil agité, comme ceux dont le corps s'épuise mais dont elle et âme errent encore sur des chemins obscurs. Elle ombre du feu et tremblait sur son visage, courait sur ses pommettes, ses cils, ses lèvres entr'ouvertes. Eric restait couché près d'elle, de son côté de la banquette, enveloppé de laine, incapable pourtant de fermer les yeux. Cette respiration douce et irrégulière était trop proche, et le souvenir de la neige où il l'avait trouvée demeurait trop vif. Il songeait à ce qu'elle était lorsque elle gisait dans le congère, et à ce que elle était devenue sous ce toit. Alors, il n'y avait que le froid, le sang et le poids, un corps sans nom dans ses bras. À présent, était une femme à la nuque fine, au menton obstiné, au regard où, à chaque fois qu'il parlait, jaillissait quelque chose de proche de sa propre douleur. Autour de lui, on avait toujours eu deux attitudes. La peur de ses campagnes, ou belle admiration de ceux qui ne saisissaient pas ce qu'il coûtait. Elle, ni ne tremblait, ni ne extasiait. Elle le regardait simplement comme si, dans chacun de ses mots, elle reconnaissait l'écho de ses nuits passées près des feux. Cette proximité, elle, effrayait plus que haine, importe quel ennemi. Il se surprenait à enregistrer des détails auxquels un guerrier n'aurait pas dû prêter attention. La façon dont une mèche, échappée de son foulard, glissait sur son front et restait là, bien que elle eût pu, elle, écarter mais elle oublie. La manière dont, en dormant, elle tirait un peu plus à elle le bord de la couverture, comme si elle craignait le froid, alors que le feu brûlait régulièrement. Ou ces minuscules mouvements de ses doigts, parfois au creux du sommeil. Le sentiment qu'il éprouvait pour elle, avait rien du coup de foudre dont parlent les chansons naïves des skalds. Était plutôt cela, une eau tiède qui ronge peu à peu la rive. Il se répétait sans cesse qu'il ne agissait que de pitié, une compassion fraternelle pour une blessée qui aurait pu mourir dans la neige. Mais, chaque fois qu'elle levait vers lui les yeux après un mauvais rêve, avec dans le regard une reconnaissance qu'elle ne savait pas encore exprimer, quelque chose se serrant en lui plus fort que dans la mêlée. Si tout n'était que affaire de pitié, il lui serait facile de détourner les yeux. Et il ne le faisait pas. Il redoutait ce sentiment précisément parce qu'il naissait là où existait déjà un lien silencieux mais solide, avec Hallfrid. Auprès d'elle, il percevait la promesse un foyer, du repos,
dès une vie nouvelle, sans campagne sans fin. Auprès de Barbara, il sentait se réveiller non seulement la nostalgie de la paix, mais aussi tout ce que il n'avait pas vécu ni partagé durant les années de guerre. Ce besoin d'être compris par quelqu'un qui, lui aussi, avait marché sur le fil du couteau. Il trouvait injuste que le cœur puisse se tendre en même temps vers deux pôles, vers un foyer lumineux et chaud, et vers celle dont les yeux portaient les mêmes ténèbres que les siennes. Ainsi s'étiraient ces jours des hivers, entre le foyer et la route, entre l'atelier et le combat, entre les anciens dieux et les nouvelles voies. Au dehors, le monde se préparait au printemps. Certains réparaient sur les barques, d'autres affûtaient les lames, d'autres encore priaient pour que les chemins ouvrent davantage au commerce qu'au brigandage. Et, dans la petite maison de artisan, sous les poutres grinçantes, dans les odeurs mêlées du fer et des herbes, mûrissaient des décisions dont dépendaient non seulement ceux qui partageraient sur le pain autour de la même table, mais aussi le prix à payer pour l'honneur du sang, et pour la vie étrangère que en avait tirée de la neige. Le ciel gris pesait bas au-dessus du lac, lourd comme un couvercle posé sur un chaudron où bouillait quelque chose encore mal défini, mais dangereux. La glace qui couvrait Eliso se teintait par endroits de taches sombres, se zébrait de fissures fines comme des runes gravées. Sur la pente où était, on faisait sécher les filets, et où l'automne venu, on suspendait les pots. Les gens se rassemblaient lentement. Ce n'était pas un thing hivernal ordinaire, fixé à l'avance, mais une de ces assemblées convoquées lorsque la communauté sent qu'une main invisible la pousse vers un choix inévitable. Dès le matin, des silhouettes de navires étaient apparues au-dessus de la glace. Il avançait pas toute voile dehors, mais prudemment, en forçant le passage à travers la banquise friable. À la proue des dracars silencieux sous le ciel des hivers se dressaient des têtes sculptées de bêtes, dragons, loups, monstres étranges. Les voiles restaient serrées. Les mazes noires se découpaient comme des arbres nus. Et, le long des flancs, se voyaient les boucliers ronds accrochés en écailles. C'étaient des marchands varègues, autant que des guerriers. Des hommes qui savaient combien le monde change à chaque printemps lorsque l'eau se libère des glaces. Leur venue était un signe. La mer tendait vers Skavstad sa main froide pour immiscée dans le destin de la femme trouvée dans la forêt des hivers. Sur le rivage, la neige tassée dessinait le cercle du Thing. Les anciens avaient disposé de larges bancs, plus nombreux qu'à l'ordinaire. Il fallait de la place pour les leurs et pour les étrangers. Les gens arrivaient par petits groupes, enfouis dans leurs fourrures, les mains cachées dans les manches. Les hommes déposaient leurs armes un peu à l'écart. Près une limite tacite. Les couteaux restaient au ceinturon, mais les épées et les lances gisaient adossées à des poteaux, comme pour rappeler que la parole devait, ici, passer avant acier, et épée, ne servir que ultime argument. Eirik se tenait légèrement en retrait, observant les varègues qui descendaient des navires. Halfrid arriva plus tard, au bras de son père. Barbara marchait entre eux un peu en arrière. Sa blessure était presque refermée, mais parfois une douleur sourde la rappelait à elle. Quand tous ceux qui avaient le droit de parole furent présents, les anciens montèrent sur un bas estrade formé de lourdes planches. Un espace resta libre au centre du cercle. C'est là que devaient en se tenir ceux dont le sort serait débattu ce jour-là. Le vent du lac fouettait les bordes des manteaux, poussant les gens à resserrer leurs bras autour d'eux-mêmes, et l'ancien le plus âgé, dont le visage était traversé de rides profondes, leva la main. « Homme libre de Skavstad !» commença Taïl, sa voix couvrant sans peine les murmures. « Vous savez pourquoi, pour la 3e fois de cet hiver, nous vous appelons au cercle de pierre et de glace. C'est comme si la vie de l'hiver elle-même rejetait cette affaire. Tantôt elle déchaîne la tempête, tantôt elle nous relâche, tantôt elle nous envoie une femme sauvée des bois.
tantôt elle nous pousse des navires, que nous ne pensions voir qu'en rêve ou en cauchemar. Aujourd'hui, nous devons décider comment lier tout cela en un seul destin. Il inclina la tête vers les invités Vareg. « Vous venez de la mer, dit-il, de cette route que suivent non seulement les honnêtes marchands, mais aussi ceux dont nous ne parlons qu'à voix basse. Vous en savez plus que nous sur les hommes et sur El Argent qui disparaissent entre deux ports. C'est, et pourquoi nous voulons que vous entendiez nos paroles, et celles de celles que elle, un des nôtres, a trouvées dans la neige. » Un Vareg à la barbe roussesse avança. « J'aurais vu plus d'une route, répondit-il, et plus d'une fois nous avons trouvé dans la neige des gens que elle en avait abandonnés. Parfois on payait pour eux, parfois on tuait pour eux, parfois on les oubliait. Si celle dont vous parlez vient de vos rives, dites-le déemblé. Si elle vient des nôtres, nous la reconnaîtrons. » Son regard était lourd, sans dureté ouverte. On y lisait à l'habitude de trancher selon le double devoir du marchand et du guerrier, compter hommes et coups. Et l'ancien fit signe à Eirik D. approcher. « Va, dit-il. C'est toi qui l'as porté. C'est toi qui as répondu D, elle sous notre toit. Ton honneur est lié à son sort. » Eirik entra dans le cercle. « Je l'ai trouvé au milieu de la neige et du sang. » Commença-t-il sans enjoliver ni adoucir. Un chariot brisé, les chevaux enfuis. Des traces de nombreux pas filaient vers la forêt. Elle gisait à côté, blessée, avec de l'argent à la ceinture. Si ceux qui étaient partis étaient restés là, il n'aurait pas laissé un sac de pièces sur une terre étrangère. C'était donc que ils ont jugé plus facile de la laisser que de la traîner. Il sentait dans sa propre voix, non seulement le récit, mais aussi un jugement, non sur le fait qu'elle eût marché avec eux, mais sur le fait qu'on eût abandonné. Il adressait ce reproche à tous ceux qui avaient un jour pesé des vies au poids du métal. À lui-même, autrefois, aussi. Le Vareg à la barbe rousse l'écoutait avec attention. À un certain moment, il fit quelques pas vers Barebra, qui restait dans l'ombre de Hallfrid et de El Artisan. « Avance, jeune femme, dit-il, et son ton se fit un peu plus doux. Mets-toi face à la lumière. » Barbara entra au centre du cercle. Le vent souleva les bords de son foulard. Des mèches échappèrent et tombèrent en bande sur son front. Le Vareg décrivit autour d'elle, un arc à quelques pas de distance, comme on fait pour examiner non une captive, mais un cavalier venu vendre un cheval en jaugeant sa tenue, son regard, les habitudes qu'il cache. Il remarqua une fine cicatrice, presque invisible, sur son épaule droite, à elle, endroit même où frappe dit. Ordinaire, un coup glissé venu quand on lève le bras pour protéger la tête. Il vit et aussi un vieux cal sur sa paume, venu non un fuseau mais une poignée des armes. Il se figea un instant lorsque elle, frissonnant légèrement, laissa tomber sa main vers la ceinture comme le font parfois ceux qui ont telle habitude de vérifier si leur couteau est toujours là. « Tu as fait partie une troupe, dit-il, non comme une question, mais comme une conclusion. Ou tu vivais près une troupe, pas comme une esclave. » Barebra serra les lèvres. Quelque chose, au-dedans, se réveilla avec douleur. Elle image un feu de camp, de plaisanteries rudes, une main qui lui frappait, elle, épaule comme à une égale. Tout cela jaillit et la terrifia aussitôt. Elle était pas prête à admettre à voix haute. Pas devant ce cercle, pas devant Hallfrid dont elle sentait le regard posé sur sa nuque. « Je me souviens seulement, dit-elle à voix basse, d'être lasse des cris et de la fumée, de voir chaque neige se teindre en rouge. Si Joachim sait marcher avec des hommes d'armes, je ne veux plus de cette vie-là. » Ces mots transpercèrent un Eirik comme une lame fine. Dans cet aveu partiel mais honnête, il entendit son propre, assez las, celui avec lequel il était revenu au pays. Entre eux deux se tissa un fil invisible de plus, mais ce fil pouvait être tranché par importe quel verdict du Thing. Les anciens échangèrent un regard. Le fiancé de Hallfrid, resté un peu en retrait, se redressa.
comme il sentait venir son heure. Sa famille avait déjà parlé avec les Vareg la veille, pesant ce qu'ils pourraient te gagner en leur livrant cette femme comme otage ou gage. À présent, il devinait que le moment de dire le mot décisif approchait. Les mettants haine aiment à guerre ceux qui se lassent, lança Tilde, un ton froid. Mais nous nous fatiguons tous. Les uns poursuivent à leur route, les autres cherchent un nouveau foyer. La vraie question est ailleurs. Pouvons-nous garder sous notre toit quelqu'un dont la trace est faite de sang et dont le passé risque de amener des ennemis chez nous? Il tourna les yeux vers le Vareg. « Vos chemins vont plus loin que les nôtres, dit-il. Vous connaissez sans doute ceux qu'elle a servis ou avec qui elle a partagé le butin. Si nous vous la remettons, vous saurez bien à qui elle appartient. Et nous recevrons en retour paiement pour nos soins. Elle honneur est sauf, et ni les loups ni les brebis n'y perdent. » Les mots sonnaient comme il sied à un marchand et à un maître de ferme. Certains bandes opinèrent du chastoirnière du chef. La proposition était claire. Confier au large un nœud dangereux, recevoir de elle, argent en échange, plutôt que attendre que ce nœud se serre sur leur propre cou. Mais autres se renfrognèrent. Pour eux, l'idée même de vendre un être vivant que leur terre avait arraché à la mort, était un pas vers cette ligne au-delà de laquelle Skarfstad ne se distinguerait plus des hommes noirs qu'ils craignaient et méprisaient. Aéric sentit le sang lui monter au visage. En lui, un mélange de colère et de désespoir flamboya. Il comprenait que le fiancé de Hallfrid parlait avec des mots qui paraîtraient raisonnables à beaucoup. Mais pour lui, ces paroles pesaient comme une pierre sur la poitrine. « Tu parles comme quelqu'un qui n'a jamais été seul au milieu d'un thing étranger, dit-il, une voix sourde en le fixant. Quand on te regarde comme un sac de pièces et non comme un homme qui a froid et qui souffre. Si nous commençons ainsi, demain nous compterons le prix de chaque personne qui franchira notre seuil. Aujourd'hui, nous la vendrons. Demain, ce sera celui qui nous gêne. » Le fiancé de Hallfrid serra les mâchoires. Son regard se fit dur. « Et que proposais-tu » demanda-t-il. « La garder ici, attendre que les hommes noirs viennent réclamer leurs biens, mettre en jeu nos enfants et nos vieux. Pour qui? Pour une femme qui, peut-être, a elle-même pris la route il y a longtemps, avec un sac et argent dans le dos. » La question frappa en plein cœur. Éric jeta un coup d'œil vers Barbara. Elle se tenait la tête légèrement penchée, et dans ses yeux il y avait tant de douleur et de culpabilité. Il en eut le souffle coupé. Peut-être avait-elle vraiment partagé la marche de ceux qui laissaient derrière eux chariots brisés et neige sanglante. Mais, aujourd'hui, elle se tenait là désarmée, la blessure bandée, les mains tremblantes. L'ancien le plus âgé, sentant que la discussion menaçait de se transformer en choc de destin plus que opinion, intervint. « Personne ne parle de la garder ici pour toujours, » dit-il. « Nous savons que le printemps s'approche. La glace se fissure. La voie eau va ouvrir. Les navires qui sont à notre mouillage en iront bientôt. Alors soit, cette femme quittera nos terres, mais pas comme une marchandise vendue. Elle partira avec celui qui a accepté de porter sa charge, et avec ceux qui sauront, aider à trouver son passé. Si son sang est vraiment mêlé à celui des hommes noirs, que la rencontre avec eux se fasse ailleurs qu'à nos portes, là où la parole un seul, ne jugera pas tout un village. » Son regard se posa sur Éric. Il y avait là à la fois une mise à l'épreuve et une espérance. « Éric le Vagant » prononça-t-il comme un vieux titre oublié. « Des années durant tu as arpenté des routes soleillées que nous ne connaissons pas. Tu sais parler à ceux que nous redoutons. Est-ce il revient à un de la prendre par la main pour la mener sur ce sentier glissant, si, est à toi. Es-tu prête ?» Les paroles de et ancien tombèrent sur Éric comme un fardeau lourd mais limpide. Tout ce à quoi il avait voulu échapper en revenant à Skarfstad, les routes, les pourparlers, les rencontres avec des gens dangereux,
revenait à lui. Sauf que cette fois, il ne agissait plus de coffre de prince, mais du sort des une femme et du repos de ceux qui lui avaient offert presque une famille. Il regarda Barbara. Dans ses yeux, il vit le même déchirement, la peur des un côté et de elle autre, un étrange soulagement. Il acceptait. Elle cesserait d'être une pierre de discorde pour cette maison, mais se retrouverait de nouveau sur des chemins qui sentent la fumée et le fer. Il tourna ensuite les yeux vers Hallfrid. Elle le fixait comme si une moitié d'eux. Elle-même lui criait de rester, tandis que elle autre savait qu'un refus serait une lâcheté indigne de lui. Entre eux trois, abattit un silence lourd, presque douloureux. On n'y entendait que les échos de toutes les hivers passés. La petite Hallfrid, drapée de laine, serrée contre un poteau en regardant Eirik partir pour une autre expédition. Le jeune Eirik debout pour la première fois au bord un drakkar, respirant le sel et la peur. La fillette inconnue, qui plus tard deviendrait Barbara, apprenant à serrer des sangles sous les rires rudes des hommes. Enfin, Eirik laissa échapper un souffle. « Il faut que quelqu'un, elle, emmène loin de nos rives. Ce sera moi, dit-il. C'est, aide-moi qui l'ai conduite ici. C'est, est à moi de elle, emmener là où il faudra, mais pas comme un lot à vendre, et pas à ceux qui ne voient en elle que de elle, argent. » Le vareg au poil roux inclina la tête. « Nous pouvons vous embarquer, dit-il. À 200 lieues d'ici se trouve un endroit où arrêtant souvent toutes sortes de gens, marchands et ceux que vous appelez hommes noirs. Si elle est des leurs, ils se manifesteront. Sinon, nous trouverons des autres qui la reconnaîtront. Mais sache, vagant, que sur cette route, chacun répond de ses mots et de ses coups. J'otu, suis habitué, répliqua brièvement Eirik. La décision prononcée à cet instant marqua un tournant, non pour lui seul. Autour du cercle, les gens bougèrent, murmurant. Certains soupirèrent de soulagement. Le danger quittait leur seuil avec ces deux silhouettes étrangères. D'autres ressentirent une pointe de honte. Peu auraient eu le cœur de tenter une telle mission. Le fiancé de Hallfrid, lui, regardait sombrement. Le navire emportait non seulement la femme qui aurait pu devenir une rançon, mais aussi elle, homme dont la présence dans la maison de sa promise avait été comme elle et ombre un vieux chant qu'il ne voulait plus entendre. L'ancien leva les mains pour réclamer le silence. « Ainsi en est-il décidé, » déclara-t-il. « Jusqu'au départ des navires, elle reste elle hôte de la maison de elle artisan. L'argent trouvé à sa ceinture restera à celui qui elle a sauvé, en signe que notre terre ne vend pas la miséricorde. Quand ils partiront, chacun vivra avec ce choix comme il le pourra. » Ces paroles tombèrent comme un sceau sur une lame à peine forgée. Elles effaçaient ni les disputes ni les rancœurs déjà nées, mais donnaient une forme à une destinée qu'on ne pouvait plus éviter. Lorsque la foule commença à se disperser, le ciel au-dessus du lac assombrit encore. Du nord, un gros nuage avançait, et le vent souleva la poussière de neige, forçant les gens à resserrer encore leurs manteaux. Eirik, Hallfrid et Barbara regagnèrent lentement Sangadin, lentement la ferme, chacun perdu dans ses pensées. Devant la palissade de l'artisan, Hallfrid arrêta. Son cœur battait vite, mais sa voix resta posée. « Tu partiras vraiment avec eux ?» demanda-t-elle en plongeant son regard dans celui d'Eirik. « Si je reste, » répondit-il, « votre maison vivra toujours sous ombre un destin qui haine et pas le sien. Si je pars, peut-être reviendrai-je sans elle. Et peut-être ne reviendrai-je pas du tout. Tu le sais, la route ne rend pas toujours ceux qu'elle emporte. » Elle le savait. Et elle savait aussi qu'elle n'avait pas le droit de lui demander de rester. Si elle voulait continuer à respecter en lui celui qui, autrefois, lui avait appris à tenir un petit sabre de bois, et lui avait dit que l'honneur se haine, et pas seulement la gloire, mais aussi la fidélité à sa parole.
Pourtant, une part d'elle, plus jeune, plus égoïste, voulait malgré tout agripper à lui, comme on accroche à la manche de quelque un qui disparaît dans la brume. Barre et bras se tenaient un peu à l'écart, efforçant de ne pas s'interposer entre leurs regards. Elle se sentait à la fois cause et témoin de leur fracture intérieure. En elle aussi ouvrait un gouffre, la peur de revoir ceux dont les visages se dessinaient, déjà presque derrière le voile de Blie, et la gratitude envers ces gens prêts à risquer leur paix pour la mener jusqu'à ce passé. « Si tu reviens, dit doucement Halfrid, je serai là, dans cette maison, près de ce feu, mais je ne promets pas que tout autour de nous restera comme aujourd'hui. Oui. » Dans ces mots, il y avait à la fois de espoir et acceptation, ferme de ce que la vie coule comme une rivière, impossible à retenir entre les doigts. Éric inclina la tête, comme pour sceller un serment silencieux. Si le sort lui laissait une chance, il reprendrait le sentier qui conduit à ses portes. Pendant qu'il parlait, derrière eux, sur le lac, les cordages grinçaient, les varègues rapprochaient leurs navires de la bande des eaux libres. La glace craquait, cédant sous les coques de bois. Le monde, semblait-il, se préparait à un nouveau mouvement. Entre le ciel gris, la glace palpitante et la longue maison au toit fumant, où les attendaient les odeurs de fer et des herbes, toutes les fibres se mêlaient, l'amour, le devoir, la peur, la cupidité, la miséricorde. Et plus loin, sur la route qui en était encore cul au seuil, résonnait déjà le pas sourd de ceux qu'elle allait porter, Éric et Barbara marchant vers ceux dont l'ombre, avait jadis jeté dans la neige et qui, désormais, pouvaient soit lui arracher son nom, soit le lui rendre. La mer les recevait à contre-cœur. La glace, qui, accrochait encore par plaques au rivage, se brisait sous la carène du drakkar, grinçait comme pour se plaindre aux anciens dieux de ce départ trop précoce. Le vent, aigu et venu du nord, portait pourtant déjà cette note infime de dégel qui annonce aux marins expérimentés que l'hiver recule. Le navire s'éloignait lentement de la rive, et Skarfstad demeurait dans son sillage, une tache sombre de toit, un mince filet de fumée au-dessus de la maison de artisan, la silhouette dit une femme à la porte, que Eirik discernait encore. Halfrid resta là, enveloppé dans son manteau, jusqu'à ce que le navire devienne une ombre sur la surface grise. Agita pas la main, appela pas. Ce serait trop enfantin pour une maîtresse de maison et la fiancée d'un homme respecté. Mais, en elle, la sensation était celle de quelqu'un à qui on arrache un long fil du cœur, pour le traîner sur la glace derrière le navire. Elle savait agir, justement, en le laissant partir, sans reproche, mais en le bénissant. Et pourtant, à chaque pas qu'il faisait vers Léo, il lui semblait qu'avec lui enfonçait dans le large une part de cette vie rêvée depuis si longtemps. Sur le drakkar, nul ne chantait. Ce était ni une expédition pour la gloire, ni un retour au pays avec un riche butin, mais une traversée où chacun gardait sa propre pensée. Les hôtes varègues, qui avaient accepté Éric et Barbara à bord, œuvraient en silence. Les uns maniaient les avirons, ouvrant un passage dans la soupe de glace, autres vérifiaient les agrès, autres encore se repliaient sous leur fourrure pour fuir le vent. Les grands boucliers fichés le long du bord se heurtaient sourdement lorsque le navire gagnait et eau libre. Barbara, était assise près du mât, drapée dans une cape de laine que les marins lui avaient donnée. À ses pieds, un coffre de marchandises auquel elle attachait une courte corde, de peur de glisser si les vagues les secouaient. Sa vieille blessure se rappelait encore à elle, mais ce était plus ce qui la tourmentait le plus. Chaque choc de la coque contre les vagues, chaque cri du barreur, chaque jet d'eau glacée sur sa joue, lui semblait étrangement familier. Elle savait comment le navire réagirait à un changement de vent,
savait à quel moment il fallait saisir le bord, ou mieux se retenir à une traverse. Ses mains trouvaient un dé, elle y est même à question leur prise, et ce savoir muet lui donnait le vertige. Eirik se tenait vers la proue, agrippé au bastingage sculpté, le regard tourné vers l'avant. En lui, l'amertume de quitter une fois de plus un foyer à peine retrouvé se mélangeait à un soulagement discret. La décision était prise. La route, qui était un temps détourné de lui, se rouvrait comme un vieux compagnon. Le vent lui secouait que les cheveux. Insinuait sous la côte de Maïchel. Mais, au-dedans, il se sentait plus au chaud que lors de ses marches pour le compte des autrui. Cette fois, il savait pourquoi il partait. Et ce qu'il protégeait, non la gloire des un prince, mais la possibilité pour un petit village de vivre sans la menace des une histoire inachevée. La descente de la rivière fut longue. Et ils avançaient entre des berges basses enneigées, où de rares hameaux se cramponnaient à l'eau comme à la seule voie vers le monde. Parfois, le navire venait se caler pour la nuit sur une grève douce. On allumait un feu, on mettait à chauffer une soupe dans un chaudron, on étendait sur des perches gants et manteaux mouillés. Dans le ciel noir, les étoiles allumées, et Eirik levait parfois la tête pour y chercher celle qui conduisait vers ces fjords, ou celle qui guidait autour de Byzance. Barbara regardait que les mêmes points de lumière. Mais chacun d'eux menait dans son esprit à des autres lieux. Des campements où les hommes noirs partageaient le butin, des lisières de forêt où leur feu illuminait les troncs. Une nuit particulièrement calme, alors que la rivière ressemblait à un ruban ancre entre les berges blanches, ils se retrouvèrent seuls près du feu. Les marins étaient rapprochés du navire. Certains dormaient, autres murmuraient à voix basse. Le vent était posé. La fumée montait en droite colonne. Eirik ajouta quelques branches sèches, et les étincelles montèrent comme un nuage doré. « As-tu peur de ceux vers qui nous allons » demanda-t-il, les yeux fixés sur le cœur incandescent du foyer plutôt que sur Barbara. Elle resta longtemps silencieuse. Les mots, en elle, étaient hâtes comme la glace au dégel. Ils craquaient, se rompaient, sans vouloir se détacher tout à fait. « Oui, dit-elle enfin, parce que même si je les repousse, leur visage se tourne toujours vers moi. Je sais que je ai une famille, des frères, ceux qui aiment appeler Ndé, un nom que tu haines, emploie jamais. » Il se tourna vers elle. Dans son profil, éclairé par les flammes, il y avait cette beauté austère et discrète des femmes, habituées à la route, au froid, aux travaux durs parmi les hommes. Non une barque tranquille sur le rivage, mais une coque marquée par la tempête qui reste pourtant à flot. « Et comment appelait Saint-Île » demanda-t-il doucement. Elle hésita à nouveau. Quelque chose, au plus profond, se déverrouilla. Ce N était ni une image, ni une odeur, mais un son, comme un appel lancé à travers les années. Astrid. Le nom remonta si clairement qu'elle en eut le souffle coupé. Astrid, murmura-t-elle si bas qu'on aurait cru qu'elle craignait invoquer ainsi ceux dont il restait pour elle heure, cachés par la nuit. Ils m'y appelé Astrid. Le nom tomba sur la nuit comme une étoile nouvelle. Eirikel articula sans voix, en goûtant les syllabes. Astrid. Beauté des dieux, lui avait un jour expliqué un skald avec qui il avait partagé une banquette lors un festin au fjord. Un nom où se logeait plus qu'un son, un nom derrière lequel se pressait tout un clan. « Équité, appelait ainsi, reprit-il avec douceur. À présent que la serrure était rompue, la mémoire se déversa. Dans elle l'esprit d'Astrid, ce ne furent plus des cris et des lueurs indistinctes, mais des visages. Un homme grand, aux épaules larges, les cheveux tirés en un nœud serré derrière la tête, une petite dent de loup à oreille, sa voix grave et rauque, appelant tour à tour par son prénom, ma fille ou mon épée en jupon,
un gamin plus jeune, couvert de taches de rousseur, qui, chaque fois qu'il saisissait son épée, voulait prouver qu'il était plus un enfant. Une fillette, petite sœur accrochée à son manteau, riante aux éclats sans connaître le vrai sens des départs nocturnes des leurs. « Mon père !» articula-t-elle. « Mais qui est mon frère ?» Nous n'étions pas de simples voleurs de grands chemins, nous nous appelions les gardiens de la route. Nous prenions à ceux qui prenaient aux faibles. Mais, chaque année, la ligne devenait plus floue. À mesure que nos cachets emplissaient, il devenait plus difficile de distinguer qui se trouvait devant nous, un brigand, ou simplement un homme qui portait sa misère ailleurs. Sa voix tenait à la fois de la justification et de l'aveu. Elle se revoyait, au début, accepter avec la fougue de la jeunesse l'idée qu'ils étaient comme des loups qui nettoient que la forêt. Puis, plus tard, reconnaître dans les visages arrêtés sur le chemin, non seulement la cupidité, mais aussi la fatigue de ceux qui ne cherchaient qu'à conduire les leurs jusqu'à un nouveau toit. « Pourquoi ont-ils laissé dans la neige ?» demanda Éric, même si la question le déchirait lui aussi. Il avait du mal à imaginer un père ou un frère abandonnant un des siens au milieu de l'hiver. Astrid baissa les yeux vers ses mains enfouies dans les moufles de fourrure. « Parce qu'un jour Jacques a dit tout haut ce que je pensais depuis longtemps, » répondit-elle. « Sur ce même grand chemin où tu aimes à se trouver, nous avons arrêté un convoi. Il y avait pas que des marchands, mais aussi des moines venus un monastère de pierre. Ils transportaient des livres et des vases, ni or ni armes. Les miens voulaient prendre et leur chargement, et ceux qui marchaient avec eux. Je me suis mise entre les deux. J'ai dit que je ne lèverais pas l'épée sur celui qui ne l'a jamais levée. Que Job en avait assez que chaque feu sente la même chose, que ce soit quand nous brûlons un camp ennemi ou quand nous pillons des gens sans armes. » Elle soupira. Sa voix devint plus sourde. Mon père aime à regarder longtemps. Il a dit que Jacques avait oublié qui nous étions, que mon devoir n'était pas de réfléchir, mais de rester dans le rang, au combat. J'ai reçu un coup venu un autre ou un des nôtres. Je ne ai jamais vraiment su. Quand j'ai repris connaissance, il y avait autour de moi la neige et des traces de sabots. Et elle argente à ma ceinture et qu'elle était toujours là comme une moquerie. Ou bien elles, ont oublié, ou bien ils ont décidé que ce serait aussi mon linceul d'argent. Dans ces paroles, il y avait à la fois de la douleur et une étrange liberté amère. Astrid comprit que cette poussée dans la neige était cette ligne invisible au-delà de laquelle elle cessait d'appartenir à la meute. Seraient-ils séparés pour toujours ou non, était désormais ce qui se passait ici qui en déciderait. Éric écoutait et sentait remonter en lui ses propres souvenirs. Des ordres avec lesquels il n'avaient pas été accords, mais qu'il exécutait parce que le chef, avait voulu ainsi. Des villages où il avait vu plus de larmes que armes et où pourtant il avançait quand même, car autrement, il aurait perdu sa place dans la troupe. Plus d'une fois, il avait eu envie de laisser son épée là, au bord de la route. Mais il était trop lié par les serments, l'argent, cette parole des honneurs qu'il ne distinguait plus vraiment de la désobéissance. « Alors, dit-il doucement, ce jour-là tu as fait ce que moi, je n'ai pas eu le courage de faire tant de fois. » Un silence tomba entre eux, où il y avait plus de respect mutuel que dans bien des toasts bruyants portés à autres tables. Le feu crépitait. Une lumière froide étoile se répandait au-dessus de la rivière. Et, quelque part au loin, dans obscurité, ululait une chouette. Au matin, ils repartirent. Vers le milieu du jour, la rivière s'élargit, les rives s'abaissèrent, et bientôt apparut endroit dont avait parlé le Vareg. Une large clairière au bord de l'eau, où montaient de fins filets de fumée. Là, parmi les buissons et les bouleaux, se cachait le nid provisoire de ceux que les uns appelaient marchands, les autres hommes de guerre à gages, et autres encore hommes noirs.
Leurs tentes et leurs chariots portaient entre les marques D, une longue route, la boue, les pièces rapiécées, le mélange de motifs qui montrait nord que ces des gens venaient de plusieurs terres. Quand le navire accosta, Eirik et Astrid furent entre les premiers à mettre pied à terre. Les Varegsne enfoncèrent pas davantage. Ils connaissaient le prix de tels campements. Leur tâche était amener à bon port, non de se mêler à des querelles étrangères. La forêt les accueillit par un silence méfiant. Mais à peine avaient-ils fait une dizaine de pas que plusieurs silhouettes sortirent des fourrés. Des hommes en manteaux sombres, capuches rabattues, épées et haches à la ceinture. Sur leurs vêtements, aucun blason étranger, aucun signe ostensible, seulement, pour chacun eux, de petites marques presque invisibles sur les ceinturons et les boucles. Elle, un dé, eux plus grands que les autres, portait les cheveux noués à L, arrière de la tête, et une boucle en forme de croc à L, oreille. Ses yeux, gris comme ceux des Astrid, brillèrent à bord de méfiance, puis de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Astridos, dit-il, n'en croyant pas ses propres mots. Elle s'arrêta. Ses genoux faiblirent et si Eirika n'avait pas été à ses côtés, elle aurait pu vaciller. « Père, répondit-elle. Instant après, l'espace entre eux se remplit à la fois de chaleur et de froid. Le père fit un pas vers elle, la saisissant par les épaules, la secouant presque, comme pour assurer que elle était vivante, que ce N n'était pas une vision de nuit noire. Dans ce geste, il y avait tout, la peur, la culpabilité, la colère contre lui-même, elle, entêtement, à ne pas reconnaître sa faute. Derrière lui, ses fils le tachetaient de rousseur, désormais plus grand, avec une cicatrice sur la joue, et le plus jeune, dont Astrid gardait le souvenir presque enfant, la regardait avec des expressions différentes. Dans les yeux de L1, on lisait la joie. Dans ceux de L', une jalousie blessée. Son retour brisait elle, équilibre fragile que la meute S était construit sans elle. Le père ouvrit brusquement les mains et recula un pas pour la détailler. « Nous avons cru que tu étais morte, » dit-il une voix rauque. S'il avait fallu déterrer chaque éclat de nos cœurs dans cette neige, nous, aurions fait. Mais tu ne respirais plus. Nous ne pouvions pas te traîner plus loin sous les coups de ceux que tu avais choisis épargné. Ces mots étaient une justification adressée à elle, à lui-même, à ceux qui se tenaient dans son dos, peut-être même aux dieux. Mais Astrid entendait entre les lignes « Nous aurions pu essayer encore, mais nous avons choisi l'argent et la quartier et la vitesse de la route. Tu pouvais ne pas me laisser là, dit-elle doucement, ou achever. Mais m'abandonner, est-ce qu'il y a de plus cruel ?» Il tressaillit comme touché par un coup. Son regard vint se poser un instant sur Eirik. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Et que veux-tu pour avoir ramené jusqu'à moi cette tête de mule ?» Eirik se redressa. « Je suis Eirik, celui que tes gens ont laissé sans épée dans leur neige, » répondit-il calmement. « Et je ne ai pas conduite ici pour une récompense. Sous mon toit, elle était une invitée. Sur la terre de Skarfstad, on a voulu faire une pièce de monnaie. J'ai décidé que était à toi de la regarder en face, et non à ceux qui ne, avaient jamais vu. » Un murmure parcourut le camp. On chuchotait, on échangeait des regards. Pour beaucoup, la situation était inhabituelle. Un guerrier étranger venait non pour réclamer une rançon, ni pour traîner une captive, mais pour rendre un des leurs, dont il s'était débarrassé. Il y avait là quelque chose à quoi il était un papa préparé. Un des plus jeunes, le frère tacheté de rousseur, fit un pas en avant. « Tu as pris des risques pour elle ?» demanda Taïl, observant Eirik avec curiosité et respect. « Tu as la emmené un village où on aurait pu la vendre cher ? Pourquoi faire ?» Eirik jeta un regard à Astrid,
puis revint au jeune homme. « Pour qu'elle décide elle-même où est sa place, dit-il, et pour que ceux avec qui elle a vécu rendent leur jugement non derrière son dos, mais en la regardant. » Le père, elle, homme plus âgé, poussa un lourd soupir. Sa main se porta et elle-même à la garde de son épée, non pour la saisir, mais comme on cherche un appui familier lorsque les mots se coincent. « Tu as toujours été têtuante, Tridae, Astrid, dit-il, prononçant son nom comme il ne, elle, avait plus fait depuis longtemps. Je t'ai élevé comme un fils et non comme une fille. Et voilà le résultat. Tu mets en danger ceux qui marchent près de toi à cause de tes paroles trop tendres. » Mais il s'interrompit comme si sa langue refusait d'obéir. « Le fait que tu sois en vie est un don des dieux que je n'ai pas prié depuis longtemps. Peut-être ont-ils décidé de se moquer de moi. » Il se tourna vers Éric. « Tu ne veux pas des argent ?» demanda-t-il encore, comme s'il n'y croyait pas tout à fait. Et Éric tira dessous sa tunique la bourse, la même avec laquelle il avait trouvé Astrid dans la neige. Le cuir était désormais plus souple, moins gelé qu'alors. Il la pesa dans sa main et la tendit à Astrid. « C'est à toi, dit-il. Je n'ai pas pris une seule pièce. Prends et décide où elles iront. Vers moi, vers les tiens, de retour dans la neige. Quoi que tu en fasses, ce sera ton choix, pas l'avidité de quelqu'un des autres. » Elle regarda la bourse longtemps. Dans ce petit sac de cuir chargé de métal, il y avait tout, son passé, avec ses raids et ses marchés, et son présent, la dette envers celui qui, elle, avait arraché à la mort sans la vendre. Enfin, elle tendit la main et prit la bourse. Les pièces S entrechoquèrent lourdement. « Elle argent mia et aimé plus que je ne elle ai aimé, dit-elle doucement, avec un humour las. Mais il est temps que nous nous séparions. » Elle se tourna vers Éric, glissa la bourse de nouveau dans sa paume et referma ses doigts dessus. « Sans toi, dit-elle, je serais restée dans cette forêt, sans nom. Cet argent sera un rappel que tu as choisi un jour la miséricorde plutôt que le commerce des vies. Qu'il te serve à quelque chose de bon. Achète-toi une maison si un jour tu décides de ne plus courir les routes. » Il voulut protester, dire que il ne méritait pas de tels mots. Puis croisa son regard et comprit. Refuser cette bourse maintenant ne serait pas de l'humilité, mais un refus de reconnaître la valeur de sa décision. Il acquiesça, acceptant la bourse non comme un paiement, mais comme le sceau de leur histoire commune, brève et pourtant essentielle. « Que feras-tu après cela ?» demanda Théil. Astrid se tourna vers son père, vers ses frères, vers le camp. Là étaient dans ses racines, son sang, sa faute. Elle ne pouvait pas simplement partir vers une autre vie en faisant semblant de haine, avoir jamais marché avec eux. « Je retournerai parmi eux, dit-elle, mais pas comme avant, et s'ils continuent à vivre l'épée à la main à chaque tournant. Je parlerai de chaque homme qu'ils veulent dépouiller comme de quelqu'un qui a, lui aussi, une fille ou un fils. Et s'ils ne t'écoutent pas, alors peut-être qu'un jour je partirai. Mais je dois au moins essayer. Sinon, tous ceux que nous avons déjà laissés dans la neige resteront derrière moi jusqu'à la fin de mes jours. » L'homme le plus âgé esquissa un sourire de travers. « On verra bien, grommela-t-il. C'est peut-être le moment, dans notre meute aussi, que quelqu'un rappelle que les loups ne déchirent pas toujours tout ce qui bouge. » Il lui tourna le dos pour donner quelques ordres à ses hommes, reconnaissant ainsi sa décision, même à contre-cœur. Éric regarda encore Astrid. Il y avait plus entre eux qu'une demoiselle sans nom et son sauveur, mais deux âmes adultes, chacune avec son fardeau, chacune avec son choix. « Prends soin de toi, Astrid, dit-il. Et n'oublie pas, tu n'es pas seulement la fille de ces forêts. Tu es aussi celle qui a su dire non à elle, appel du sang. » Elle s'approcha, le serra dans ses bras, brièvement, fermement, sans parole de trop. Son manteau sentait la fumée, la route et quelque chose de nouveau. Les herbes de la maison de Hallfried,
dont l'odeur resterait pour toujours avec elle. Sa cotte de mailles était froide, mais, dessous, battait un cœur chaud qui un jour avait choisi d'aller contre la voie tracée. « Toi aussi » murmura Taël. « Retourne là où on pense à toi autrement que comme à une épée. » Quand Aéric revint au Drakkar, le courant charriait déjà de fins glaçons, comme pour presser les voyageurs. Les Varegs lui adressèrent un signe de tête sans poser de questions. Chacun comprenait qu'il venait de se passer quelque chose qui ne rentrait pas dans les simples mots « devoir » ou « marcher ». Le navire se poussa de nouveau au large, et le camp des hommes noirs resta derrière eux, se fondant dans la bande grise de la forêt. Le chemin du retour paraissait différent. Éric regardait Éio et songeait qu'il ne rapportait pour la première fois depuis bien des années ni trophées, ni blessures nouvelles, ni serments ajoutés aux anciens. Rien qu'une petite bourse argent sur sa poitrine, et le sentiment que le destin de quelqu'un avait quitté le sillon qu'on avait tracé pour lui. Il y avait là une étrange, calme impression de victoire, non sur un ennemi, mais sur ce courant anonyme qui pousse, ordinaire les hommes, là où autres le veulent. Quand il aperçut de nouveau les toits de Skarfstad, la neige n'était plus la même. Non plus une croûte dure dès hiver, mais une couche molle et friable, percée de plaques sombres près des portes. Des gouttes pendaient au toit, des bancs de eau se dessinaient le long de la rive. Au-dessus de la maison de artisan montait la fumée familière. Son cœur accéléra comme s'il redevenait le jeune homme qui, la première fois, était revenu une expédition avec une bourse pleine, sans savoir comment se montrer à celle qui, attendait au portail. Il franchit la palissade en frappant moins fort qu'autrefois, quand il portait dans ses bras un corps presque sans vie. Les battants de bois ouvrirent, et, sur le seuil, comme la première fois, se tenait Hallfrid. Seulement sur sa tête, ce était plus un simple fichu de travail, mais un voile noué avec soin, comme en portent les femmes proches des noces. À son cou brillait un nouveau présent de fiançailles, un pendentif argent simple mais solide, offert par son fiancé. Pourtant, dans ses yeux, il y avait plus de foyer que dans n'importe quel bijou. Ils se regardèrent quelques instants. Lui, avec une espérance prudente, et la crainte de voir dans son regard un reproche pour être parti. Elle, avec la peur y lire une lassitude étrangère et la résolution de repartir. « Tu es revenu ?» dit-elle la première, et dans sa voix, il y avait tout, le soulagement, la joie, une douleur contenue et une douceur nouvelle, plus mûre. Seul. Il hocha la tête. « Astrid, commença-t-il. « Je sais. » Elle interrompit-elle avec une ombre de sourire. « Les nouvelles vont plus vite que les navires. On raconte que tu à se mener là où elle attendait, et que tu n'a pas pris un seul denier, sauf celui que elle a elle-même mis dans ta main. » Il sortit la bourse en silence et la posa sur le banc de entrée, comme un témoin et une cause de bien des choses. « L'argent est resté, » dit-il. « Mais je n'ai jamais réussi à le voir comme une paix. Pour moi, est un rappel que on peut, une fois, refuser aller là où pousse la cupidité. Si tu veux, ajouta-t-il avec un léger sourire, on peut le fondre dans une nouvelle forge. Ton père devrait changer la vieille depuis longtemps. » Hallfrid se mit à rire doucement, pour la première fois depuis longtemps, un rire venu du cœur. « Mon père se réjouira un tel sacrifice, dit-elle. Les anciens dieux aiment quand le métal sert à quelque chose, au lieu de dormir comme un poids mort au fond un coffre. » Elle fit un pas vers lui, scrutant son visage. « Tu as changé, Eirik, » ajouta-t-elle une voix douce. « Avant, tu revenais des routes, avec dans les yeux seulement le vent et le sang. Maintenant, il y a autre chose encore. L'ombre une forêt hiver et les voix qui ne m'ont pas laissé mourir, » répondit Lilith.
et ton regard à la porte quand je suis parti. Entre eux tomba cette pause que le destin laisse aux hommes pour qu'ils choisissent eux-mêmes les mots-cas qui la rempliront. Derrière leur dos, la maison bruissait de sons familiers, la toux de aile, artisan, le martèlement, les mouvements des enfants. La vie suivait son cours, se préparant aux travaux du printemps, au prochain marché, au mariage qui, peut-être, aurait lieu avant qu'ils comprennent clairement ce qui les liait désormais. Mais, dans ce silence, l'essentiel était déjà accompli. Et Riken n'était pas revenu comme un invité pour quelques nuits, ni comme un homme prêt à repartir dès le premier appel de El Argent. Il revenait avec un chemin au-dedans, parcouru non seulement avec ses jambes, mais avec son cœur. Et Halfried, elle, accueillait non plus comme un héros de jeunesse, mais comme un homme capable de choisir non seulement par elle l'épée, mais aussi par la compassion. Elle lui tendit la main, non comme une femme exigeant un serment, mais comme la maîtresse de maison qui ouvre son toit à celui qui lui est cher. Il prit cette main, sentant sous ses doigts cette fermeté et cette chaleur pour lesquelles, peut-être, il avait traversé toutes les tempêtes des et hivers. Dehors, le printemps humide, qui sentait à l'eau de fonte, restait suspendu au-delà du seuil. Et, plus loin, elle était attendait avec ses travaux, ses nuits de festin, peut-être un nouveau thing et de nouvelles querelles. Mais, en cet instant, sous le toit bas de la longue maison qui sentait le fer, le pain et les herbes, le vagant fatigué sentit pour la première fois, vraiment, qu'il était revenu chez lui.